arrive à voir mon écran sans aucun souci. Ça va prendre un peu de temps pour charger sur votre écran, mais une fois que c'est chargé, vous pourrez voir mon écran. C'est l'écran d'accueil de Revit 2018. Très bien. Très bien. Donc, je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel concernant ce webinaire. Je sais que c'est un sujet très important, le fait de traiter le ferraillage sur Revit. Il y a beaucoup de points que les gens ont soulevés. Les utilisateurs qui ont essayé de commencer le ferraillage sur Revit n'ont pas réussi à travailler avec et ils ont abandonné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent que Revit n'est pas un outil de ferraillage très très fort comparé à d'autres solutions qui existent sur le marché ou même qui existaient avant, notamment le fameux AutoCAD, Autodesk AutoCAD Structural Detailing, souvent appelé ASD, formellement appelé RCAD. Cette solution a été retirée par Autodesk. Maintenant, dans les produits Autodesk, le seul logiciel qui permet de ferrailler à 100% un élément, bien sûr, à part le logiciel de calcul de structure qui est robot, et Revit. On peut très bien ferrailler un élément structurel sur Revit avec plusieurs façons. Donc, si c'est un élément surfacique sous forme de plaque ou de coque, on peut très bien le ferrailler avec du ferraillage surfacique. On peut aussi utiliser le ferraillage ponctuel. Ce n'est pas bloquant, mais c'est plus intéressant d'utiliser le ferraillage surfacique, c'est plus rapide. Il y a aussi tout ce qui est éléments linéaires, donc poteau, poutre, et n'importe quelle famille qu'on a créée qui est basée sur des éléments structurels linéaires peut être ferraillée avec des éléments de ferraillage de base. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais commencer par un gabarit de structure qui est vide et commencer à modéliser des éléments structurels de base. Donc, à partir du gabarit structurel. Donc, je me retrouve dans la vue en plan au niveau 2, donc celle-là. Donc, le gabarit par défaut, il comporte deux niveaux avec deux vues analytiques sur chacun de ces niveaux-là. Et bien sûr, deux vues 3D, une vue ordinaire et une vue en mode analytique, bien sûr. Je n'ai pas la vue 3D ordinaire parce que je n'ai pas encore démarré de projet, mais au moment où je vais cliquer sur ce bouton-là qui génère une vue 3D par défaut, et on va voir qu'il y aura une vue qui sera générée ici par défaut qui s'appelle 3D entre accolades. C'est la vue par défaut qui existe sur Revit. Donc, sans plus tarder ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par modéliser des éléments de structure de base. Donc, je vais commencer par insérer quelques poteaux. Donc, des poteaux porteurs, bien sûr. Des poteaux porteurs en béton. Je vais choisir, par exemple, la section 30 par 45, celle-là. Et je vais simplement positionner un premier poteau quelque part ici, par exemple. Voilà. Donc, le reste, je vais juste sélectionner le premier et commencer à copier. Donc, je le copie. Le point de base, par exemple, le milieu. Et je choisis un autre axe, par exemple, de 5 mètres. Je sélectionne les deux poteaux en même temps et je les copie encore pour prendre un autre axe, cette fois, par exemple, de 6 mètres 30. Voilà. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer des poutres reliant ces 4 poteaux en même temps. Donc, un système poteau-poutre ordinaire, 4 poteaux, 4 poutres. Donc, je passe en angle structure. Donc, c'est toujours le même poteau que j'ai utilisé ici que celui que j'ai choisi dans la liste, poteau porteur. Là, je vais choisir la commande poutre. Et bien sûr, je vais insérer une poutre béton rectangulaire de section 30 par 60. Donc, je choisis depuis l'axe de ce poteau vers l'axe de ce poteau-là. Donc, je peux très bien continuer comme ça, comme je peux très bien arrêter cette commande et copier la poutre que je viens de créer. Mais c'est plus facile pour les poutres de juste choisir deux points et créer la poutre correspondante. Donc, je n'ai rien changé en termes de position, niveau de plan de placement et même pour les poteaux, l'orientation, parce que par défaut, dans le gabarit structurel, quand on est placé au niveau 2,
automatiquement, les poteaux vont se diriger vers la profondeur, donc pour atteindre le niveau 1. Là, si je passe, par exemple, si je passe aux élévations pour voir un peu qu'est-ce que j'ai créé, donc je vois un système poteau-poutre ordinaire. Donc, j'ai commencé au niveau 2. Les poteaux, ils ont été modélisés en profondeur pour atteindre le niveau 1. Donc, les 4 poteaux et les poutres ils sont automatiquement attachés au niveau 2 ici. Voilà. Donc, là, je reviens sur la vue en plan et je commence aussi à générer, par exemple, un plancher. Donc, c'est une dalle pleine, bien sûr. Donc, je passe en mode esquisse. Je garde le sol générique épaisseur 300 mm. Et je vais juste générer un contour ici, par exemple. Voilà. Et je vais même en profiter pour, par exemple, avoir une ouverture quelque part ici. Voilà. Donc, je laisse le sens de portée dans ce sens-là. Ça ne me dérange pas. Et donc, je quitte le mode esquisse. En quittant le mode esquisse, je vois que j'ai généré une dalle ordinaire. Donc, pour compléter le modèle en termes d'éléments, je vais juste ajouter des murs. Donc, un mur porteur, donc il va aussi en profondeur jusqu'au niveau 1. Je vais le contraindre au niveau 1. Et c'est un mur d'épaisseur 20 cm. Donc, je démarre depuis le poteau et je continue comme ça, par exemple. Ensuite, j'active l'option enchaîner ici et je continue, par exemple, comme ça. Et donc, le dernier élément, je viens carrément le commencer ici et je m'arrête par rapport à cet axe-là. Voilà. Donc, si je passe à la vue 3D pour voir qu'est-ce que j'ai modélisé, donc je vais désactiver le modèle analytique par défaut. Donc, vous voyez ici que la vue 3D en tracolate est générée par défaut quand j'ai cliqué sur ce bouton-là. Donc, je vais passer à un niveau de détail élevé et passer à l'affichage en mode ligne cachée. Voilà. Je peux même passer à un affichage en mode ombrage. Et là, je vois clairement la structure que je viens de modéliser. Donc, les 3 voiles, les 4 poteaux, les 4 poutres et la dalle avec l'ouverture, bien sûr. Donc, juste pour avoir quelque chose de très intéressant ici, je vais créer une ouverture dans le voile. Donc, je viens ici, par exemple, dans cette vue-là, et je crée un rectangle intérieur pour signifier une ouverture. Donc, si je reviens à la vue 3D encore, donc je vois que j'ai une ouverture dans ce voile-là. Voilà. Donc, maintenant que j'ai des éléments de base, je vais commencer à les ferrailler. Donc, il faut savoir qu'il y a principalement sur Revit, il y a 3 façons pour ferrailler un élément. Alors, la première façon, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est les commandes de ferraillage qu'on voit ici. La deuxième façon, c'est à travers l'extension entre Revit et Robot. Donc, je peux très bien modéliser l'élément sur Revit, l'envoyer vers Robot pour tout ce qui est calcul, analyse structurelle. Et vous savez très bien que je peux générer du ferraillage sur Revit. Sur Robot, pardon, et ensuite je transfère ce ferraillage qui a été fait sur Robot vers Revit. Donc ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est les modules complémentaires qui existent. Il y a un module ici, structurel, qui me permet de ferrailler automatiquement des éléments structurels. Donc je peux très bien ferrailler un poteau, une poutre, une semelle isolée ou filante, un voile aussi. Donc, vous voyez très bien que ça, c'est des commandes de ferraillage automatique. Donc, ça ne me donne pas la liberté de modifier le ferraillage en lui-même que je pose. C'est juste des commandes de paramétrage, des fenêtres de paramétrage que je vais régler au préalable. Et ça me pose automatiquement le ferraillage sur l'élément sélectionné. Donc, on va commencer par la commande de base qui est le ferraillage par défaut qui existe sur Revit. Donc, pour commencer, on va d'abord, par exemple, ferrailler une poutre. Donc, je prends celle-là. Sachez qu'on peut très bien ferrailler sur 3D, mais c'est un peu compliqué de le faire. Donc, à chaque fois que je sélectionne un élément structurel qui peut admettre un ferraillage,
je vois automatiquement ici un bouton supplémentaire dans le menu contextuel que je vois apparaître ici. J'ai la commande rebar. Donc, rebar en anglais, c'est ferraillage, c'est des barres de renforcement. Donc, c'est les armatures en question. Donc, je peux directement cliquer ici, mais ce qui est recommandé, c'est de passer sur des vues en plan et pas travailler en vue 3D pour tout ce qui est ferraillage sur Revit. On va voir pourquoi. Donc, je reviens au niveau 2 ici. Je sélectionne ma poutre, par exemple, celle-là. Et donc, vous voyez automatiquement, dans le menu contextuel, j'ai le bouton armature ici. Donc, je clique dessus. Donc, il y a un message qui va apparaître à chaque fois que vous allez commencer à ferrailler des éléments sur Revit à travers cette commande-là. Et il vous dit que les définitions de forme d'armature n'incluront ni crochet ni traitement d'extrémité. Ces options peuvent être modifiées sous paramètres d'armature et doivent être définies avant l'ajout de tout élément d'armature au projet. Donc, pour résumer un peu ce message-là, c'est juste, il nous informe que les définitions de forme d'armature, donc tout ce qui est définition de crochet et de traitement d'extrémité, ne sera pas inclus dans la forme. Donc, c'est quelque chose que je peux paramétrer moi-même. Si je veux que ce soit inclus dans la forme, donc il y a une option à cocher dans la partie structure, ferraillage, qu'on va voir après. Donc là, pour le moment, je me contente de OK. Donc, c'est un message d'information. Donc, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un message d'avertissement. Donc, je clique sur OK. Et là, je vois que j'ai un menu contextuel qui est apparu ici. Et j'ai un navigateur de forme d'armature qui est à ma droite. Et j'ai quelques paramètres qui sont dans la fenêtre de propriété à gauche. Donc ici, à gauche, je peux choisir le diamètre. Donc c'est des familles avec des types de familles, bien sûr. Donc j'ai des armatures HA6 jusqu'à HA50 ordinaires. Donc vous voyez qu'il manque HA14 ici par exemple. Et d'autres armatures ici. Alors qu'ici, j'ai des armatures par nuance d'acier. Donc HA6 FE400, HA6 FE500. Donc c'est des familles qui ont été chargées par défaut sur mon ordinateur. J'ai même tout ce qui est rond lisse. Bon, je sais que ce n'est plus d'actualité, mais ça existe toujours sur Revit, au cas où vous en avez besoin sur un projet bien spécifique. Donc, c'est des types de familles que je peux à tout moment ajouter. Donc, quand je clique sur modifier la famille, donc j'ai la fameuse fenêtre de propriété du type. Et donc là, je peux à tout moment dupliquer et commencer à créer une nouvelle famille. Et donc là, je viens intervenir sur le diamètre de la barre et d'autres paramètres que je peux changer par la suite. Voilà. Donc là, j'ai le diamètre en lui-même. Là, on va voir après, je peux très bien régler tout ce qui est crochet. Et ici, à droite, j'ai la forme de l'armature. Donc, les deux premières formes, c'est des armatures linéaires. Et donc, plus je descends, j'ai des formes d'armature que je peux utiliser. Donc, la liste elle est relativement longue pour essayer d'inclure plusieurs formes d'armature nécessaires. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette fenêtre de navigateur de forme d'armature, mais sur d'autres versions de Revit, notamment sur des Revit version anglaise, par exemple, suivant des normes anglophones, il se peut que la nomenclature de ces formes-là change. Par exemple, ils appellent ça S00, S01, S02, etc. Après, on a les T. Donc, il y a plusieurs nomenclatures différentes. Donc, ça va varier d'une version à une autre, mais c'est toujours le même contenu, c'est toujours la même barre en question. Donc, je choisis la forme. Les réglages aussi nécessaires avant de commencer à poser l'armature, c'est l'orientation et le plan de construction sur lequel je vais travailler. Donc, c'est très important parce que des fois, si vous réglez mal le plan de construction, donc vous ne serez pas capable de poser des armatures correctes sur votre élément structurel. Donc là, je suis en vue en plan, donc c'est une coupe en elle-même. Et je sais bien que la poutre n'est pas vraiment coupée, donc je vais chercher le plan d'enrobage, la référence d'enrobage la plus proche. Donc pas le plan de construction actuel, parce que ce n'est pas une coupe qui traverse cette poutre-là. Donc je choisis par exemple soit celle-là, soit celle-là. Donc ça pour ferrailler la partie supérieure, ça pour faire la partie inférieure. Bon, pour le moment, je vais me contenter de celle-là, c'est plus intéressant. Et donc là, j'ai aussi l'orientation de la position. Donc, soit parallèle au plan de construction, soit parallèle à l'enrobage, donc vous voyez très bien le symbole ici, soit perpendiculaire à l'enrobage et aussi au plan de construction.
Donc, pour ceux qui ont des problèmes de connectivité, sachez que la vidéo est en cours d'enregistrement aussi, donc c'est en parallèle. Et une fois le webinaire terminé, la vidéo va être publiée sur notre chaîne YouTube et sur notre site officiel. Donc, il n'y a aucun problème concernant ça. Mais bien sûr, si vous avez des problèmes de réception, je pense que c'est un problème de connexion. Alors, maintenant, donc l'orientation, donc c'est très important. Donc, si je change, donc là, je travaille à l'orientation parallèle au plan de construction et vous voyez que quand je commence à déplacer le curseur sur la poutre en question, donc vous voyez que j'ai une barre longitudinale qui va longer toute la poutre. Au moment où je reviens ici, je change perpendiculaire à l'enrobage. Donc, ça me donne la main pour positionner une armature transversale. Donc, elle est perpendiculaire au plan actuel sur lequel je travaille. Donc, vous voyez que l'orientation est très importante pour l'armature choisie. Donc, moi, j'ai choisi une forme d'armature longitudinale. Donc, je ne veux pas avoir d'armature transversale ici. Donc, ce que je vais faire, je reviens à l'option parallèle au plan de construction. Donc, si par exemple, j'ai besoin de poser des cadres sur cette poutre-là, sur cette vue-là, et c'est ce qui est recommandé en plus, c'est qu'on commence par poser des cadres ici, et ensuite on passe à la coupe, et on commence à poser des armatures longitudinales au niveau de la coupe. Donc, je vais chercher des cadres dans ma liste de formes d'armature. On va voir qu'il y en a deux. Donc, la forme 51 et la forme 63. Donc, je prends par exemple la forme 51 ici. Et donc là, au moment où je viens poser le cadre, donc remarquez qu'il me pose un cadre longitudinal parce que l'orientation n'est pas la bonne. Il faut choisir orientation perpendiculaire à l'enrobage. Et donc là, vous voyez que ça me donne la main pour positionner une armature transversale. Donc, je peux très bien venir ici, positionner l'armature. Donc, vous voyez que c'est représenté sous forme d'une ligne parce que le niveau de détail sur ma vue, il est défini sur un niveau de détail faible. Je dois le définir sur un niveau de détail élevé. Donc, je passe ici en bas, niveau de détail élevé. Et là, vous voyez que l'armature, elle apparaît carrément en 3D. Donc là, je vois réellement l'armature avec un détail élevé. Donc, si je choisis niveau de détail moyen, donc je vois juste une seule armature. Donc, alors que réellement, l'armature, elle va être double à un moment donné parce que le retour du crochet de départ par rapport au crochet de fin du cadre en question. Donc là, je choisis aussi l'espacement, donc le jeu d'armature. Je peux choisir une présentation unique, donc une seule barre. Ce n'est pas logique pour un cadre. Donc, je vais choisir ici, par exemple, les autres options disponibles. Donc, soit un nombre fixe, et le logiciel automatiquement va déterminer l'espacement en fonction du nombre et de la longueur totale du haut de la poutre. Je peux spécifier un espacement maximum. Automatiquement, quand je spécifie l'espacement, le nombre va être calculé automatiquement. Et je peux très bien choisir un nombre avec espacement en même temps. Donc, je donne un espacement. Je donne un nombre et il va me positionner les cadres selon les deux paramètres que j'ai choisis tout à l'heure. Et bien sûr, j'ai aussi l'espace de dégagement minimal. Donc, c'est un espacement minimal que je peux aussi paramétrer pour que ça corresponde à ce que je veux. Donc, pour le moment, je vais choisir par exemple espacement maximum et je vais choisir un espacement par exemple de 20 cm, c'est-à-dire 200 mm. Voilà. Donc, au moment où je choisis par exemple espacement maximum de 100, donc, au moment où je viens sur la poutre en question, automatiquement, il me propose une série de cadres donc, qui vont parcourir toute la poutre de bout en bout. Et vous voyez que je peux très bien, donc ce n'est pas lié à l'objet en question. Quand je survole un élément structurel, donc à chaque fois, ça me donne la main pour ferrailler cet élément-là. Donc, l'armature va prendre toute la forme géométrique de l'objet structurel. Donc, à chaque fois que je vais positionner la souris sur un élément structurel, c'est comme s'il va essayer de ferrailler toute la dalle avec des cadres. Là aussi, la même chose pour les poteaux. Donc, ce n'est pas vraiment limité par rapport à l'objet sur lequel je suis actuellement. Même si j'ai commencé la commande par cette poutre-là, par exemple. Donc là, pour positionner le ferraillage, je vois que tout est correct. Donc, je positionne et je clique sur modifier ou échappe pour terminer la commande. Donc là, vous voyez que j'ai des cadres qui ont été positionnés.
Mais on ne les voit pas très très clairs. Qu'est-ce qu'on va faire? On a deux façons, soit créer une coupe transversale sur, sur cette poutre-là, soit aller en vue 3D. On va commencer par une vue 3D parce que c'est plus intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc là, dans la vue 3D, on voit très bien la poutre qui a été ferraillée avec les cadres en question. Donc le niveau de détail il est relativement faible. Il est élevé, mais on voit toujours l'armature sous forme linéaire. Donc il y a un paramètre très important ici à changer. Et le problème, c'est que si on passe, là, on est encore sur le mode d'affichage filaire. Donc, si je passe au mode d'affichage ligne cachée ou ombrage, là, je ne vois plus le ferraillage. Et donc, ça devient un peu contraignant de ne pas voir le ferraillage dans une vue 3D. À chaque fois, il faut passer dans le mode d'affichage en image filaire. Mais quand on a un modèle qui est relativement complexe, ça nous dérange parce qu'on voit des éléments de travers, on voit d'autres éléments qui sont en bas, etc. Alors, il y a une astuce pour afficher les armatures, même dans ce mode-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sélectionner les armatures en question. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout avec une zone de sélection en pointillé. Je vais aller dans le filtre de sélection. Je désélectionne tout et je sélectionne uniquement les armatures béton. Et je clique sur OK. Donc là, les armatures sont sélectionnées ici. Vous voyez très bien les poignées de modification, mais ils ne sont pas affichés. Dans les paramètres, dans les propriétés des armatures en question, il y a toujours une propriété qui s'appelle état de visibilité de la vue. Donc, je clique sur modifier et là, ça me donne la main pour afficher clairement ou afficher en tant que solide dans toutes les vues de mon projet. Donc là, je suis en vue 3D. Je vais cocher les deux options ici. Donc, il faut noter que afficher en tant que solide est disponible uniquement en vue 3D. Donc, ce n'est pas disponible dans les vues en plan, mais c'est uniquement dans les vues 3D en cours. Donc, quand je coche les deux options, afficher clairement et afficher en tant que solide dans les vues 3D, là, je vois très bien l'armature claire en 3D, même si je passe au mode d'affichage ombré. Donc, je vois toujours les armatures ici et qui sont claires et nettes. Et là, je vois que j'ai commis une petite erreur, c'est de ne pas avoir paramétré les crochets de mes cadres. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas la fin du monde. Donc, je sélectionne l'un des cadres, ça me sélectionne tous les cadres en même temps. Et là, je reviens dans les paramètres, dans les propriétés de la barre d'armature. Donc, remarquez qu'ici, il y a plusieurs paramètres que je peux changer. Et là, je vois dans le premier groupe de propriétés, crochet au début et crochet à la fin. Donc, c'est des épingles à 90 degrés. Donc, moi, je veux 135 et ici, 135. Et je clique sur Appliquer. Donc, automatiquement, tous les armatures transversales ont été modifiées d'une seule façon. Donc, je peux à tout moment sélectionner ces armatures et j'ai encore le même ruban contextueux qui apparaît propre à ces armatures-là. Si j'ai besoin de modifier, par exemple, l'espacement, donc j'ai besoin de l'espacement de 30, donc je reviens, je le modifie, espacement 15, je modifie le champ, automatiquement, il redistribue les cadres, il rajoute des éléments. Donc, vous voyez même ici, la quantité, elle est figée, mais elle est calculée automatiquement. Donc là, si je perds par exemple espacement 10, donc vous voyez que le nombre, il augmente automatiquement. Je peux même revenir et changer le mode de représentation. Donc, je veux que ce soit un nombre fixe. Je veux par exemple avoir 35 cadres. Et c'est à lui de calculer l'espacement automatiquement. Là, par exemple, je lui dis, j'ai besoin de 45 et c'est automatique. Maintenant, si je passe à un espacement avec un nombre, ou plutôt un nombre avec espacement, donc là, si par exemple, j'ai besoin d'avoir, on va dire, 10 cadres d'espacement 15, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer depuis le départ de l'élément en question, l'orientation de l'élément, et il va commencer à mettre en place 10 barres, 10 armatures transversales avec un espacement de 15, et il s'arrête. Donc, il ne va pas aller ferrailler tous les éléments parce qu'il a juste le nombre 10 et avec un espacement de 15. Si je reviens, si je lui dis par exemple, j'ai besoin de 20, donc il va rajouter 10 autres cadres avec le même espacement. Donc, c'est là où je peux, par exemple, ferrailler une poutre avec 3 zones différentes. Donc, une zone critique au niveau des appuis, avec un espacement plutôt serré, et un espacement courant dans une zone intermédiaire au milieu de la poutre. Donc, je peux très bien ferrailler ma poutre avec 3
commandes de ferraillage différentes pour avoir un espacement critique ici, un espacement ordinaire au milieu et un espacement critique, encore une fois, dans l'autre côté. Donc, c'est comme ça que je peux très bien ferrailler ma poutre suivant les standards et les normes en vigueur dans ma région. Donc, maintenant, la deuxième façon pour afficher... non, malheureusement, si vous voulez directement introduire la méthode CACO en tant qu'espacement dans la poutre en question, jusqu'à maintenant, Revit ne le prend pas en charge. Donc, comme vous voyez ici, il ne propose pas de mettre un espacement suivant une formule ou suivant une série de valeurs. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible, ça risque de venir d'une version à une autre. On va voir tout à l'heure dans notre méthode de ferraillage qu'on peut très bien spécifier des espacements en critique, zone normale, mais je sais que le besoin immédiat, c'est de pouvoir imposer au ferraillage transversal la méthode de CACO, c'est-à-dire les espacements fixes, fixes plutôt que c'est des valeurs qui sont connues, pour avoir un espacement correct ici. Donc, la deuxième façon pour afficher, par exemple, ces cadres-là, ces deux, par exemple, là, je vais juste revenir, par exemple, et commencer à afficher cette poutre-là au niveau de la coupe. C'est très intéressant. Donc, je reviens dans la vue en plan. Et là, je vais créer une coupe qui va traverser cette poutre-là. Donc, ici, je génère dans l'onglet vue, coupe. Et je viens passer une coupe. Bon, je préfère passer la coupe sur tout le bâtiment. On va l'utiliser par la suite. Et je reviens, je limite la profondeur de la coupe juste à cette partie-là. Et donc là, dans le navigateur de l'arborescence de projet, j'ai une vue qui a été générée qui s'appelle coupe 1. Quand je vais dessus, je vais voir la poutre qui a été coupée avec la dalle en question. Donc là, niveau de détail élevé, et je commence à voir l'armature en détail qui est claire ici. Donc, je peux très bien revenir ici et modifier, par exemple, ce cadre-là. Donc, maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que, par exemple, c'est à travers cette vue-là, en coupe, que je peux, ok, c'est pas que je peux, mais je peux très bien le faire dans les vues en plan, mais c'est pas très intéressant. Donc, c'est là où je peux commencer à générer des armatures longitudinales. Donc, je sélectionne la poutre, c'est celle-là, et je choisis, encore une fois, armature ou ferraillage. Donc là, je vais le faire dans cette vue-là. Donc, je reviens dans la forme d'armature 00. C'est les armatures longitudinales. Plan de construction. Donc, je peux très bien choisir le plan actuel parce que c'est une coupe qui traverse. Donc, c'est un plan de construction. Et l'orientation, attention, si je choisis parallèle au plan de construction, c'est comme si je suis en train de mettre des armatures parallèles au plan actuel, c'est-à-dire parallèle à la coupe de la poutre, ce qui n'est pas correct. Donc, je veux avoir une orientation perpendiculaire au plan actuel et à l'enrobage en même temps. Et donc, dernièrement, une option très importante à activer, c'est le fait de contraindre la barre que je vais poser. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc là, si je ne contrains pas, donc vous remarquez que l'armature va s'arrêter au niveau du cadre en question. Donc, elle ne va pas me laisser la main pour me déplacer à l'extérieur. Donc, vous voyez que quand je suis à l'extérieur du champ de l'armature transversale, j'ai un symbole interdit qui me dit que je ne peux pas poser une armature ici. Et quand je reviens à l'intérieur du cadre, donc là, je vois ma barre qui va se poser ici. Donc, c'est très intuitif ici. Ça me permet de ne pas commettre des erreurs et de poser les armatures dans la bonne position de façon correcte aussi. Donc, je viens par exemple ici, je vais changer le diamètre pour lui dire par exemple avoir HA12. Et je viens par exemple ici positionner cette armature, soit ici, soit là. Donc, la position qui m'intéresse. Donc, je vais la positionner par exemple ici. Et là, aussi encore une fois, je vais garder l'option contraindre. Supposons que j'ai, par exemple, bon, on ne va pas le faire ici, on va le faire en partie inférieure, c'est plus intéressant. Donc, je peux très bien, avec la même commande, commencer à poser les autres armatures, mais j'aimerais bien vous montrer qu'en sélectionnant une armature longitudinale, c'est comme si je suis en train de sélectionner une ligne. Donc, je peux très bien copier, modifier, miroir, par exemple, aligner. Donc, c'est comme si je suis en train de modifier un dessin ordinaire, mais c'est une barre longitudinale de diamètre 12. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste la copier, par exemple.
ou là même ce qui est très intéressant, c'est que je sélectionne l'armature et je utilise la commande symétrie. Donc, par rapport à l'axe de la poutre, voilà. Encore une fois, je sélectionne les deux armatures, comme ça. Et encore une fois, une symétrie par rapport à l'axe de la poutre dans ce sens-là. Voilà. Donc, de cette façon, j'ai pu positionner 4 barres d'armature. Maintenant, supposons que dans les barres inférieures, donc je vais juste resélectionner ces armatures-là et augmenter par exemple le diamètre parce que c'est des barres, par exemple, du diamètre 16 FE400. Voilà. Donc, supposons que j'ai besoin d'autres armatures qui vont être au-dessus de ces armatures-là. Donc, je resélectionne la poutre. Et par exemple, là, je vais revenir poser des armatures diamètre 12 cette fois. Et je viens les positionner ici. Donc, remarquez qu'il y a une contrainte de position par rapport à ces armatures-là. Donc, maintenant que j'ai positionné cette armature en contrainte avec celle-là, si je déplace la première, automatiquement, la deuxième armature qui est contrainte par rapport à celle-là va se déplacer avec. Et ça va même au-delà de ça. Si, par exemple, je viens ici, par exemple, je supprime celle-là et je vais copier ces deux armatures en même temps, même avec la même commande que tout à l'heure, symétrie, dessiner un axe. Et je choisis cet axe-là. Donc, vous voyez que même l'armature, elle a été repositionnée pour correspondre à la contrainte des crochets du cadre en question. Et la nouvelle armature aussi, elle est contrainte à la première. Donc, c'est très intéressant aussi. Ça garde même la contrainte qui a été copiée. Donc, là, pour revenir à la vue 3D, pour visualiser ce que j'ai modélisé, je ne vois pas les armatures ici parce que les propriétés que j'ai changées tout à l'heure correspondent aux armatures transversales. Je dois resélectionner. Donc, certains d'entre vous peuvent voir ça comme une contrainte, mais il faut à chaque fois revenir. Généralement, il faut tout ferrailler et ensuite revenir sélectionner tout le ferraillage et l'afficher et changer les paramètres. Comme je peux très bien changer ces paramètres-là au moment où je pose les armatures, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc, je reviens ici, je sélectionne les armatures longitudinales. Et dans les propriétés de ces armatures-là, état de visibilité, dans les vues 3D, je veux les voir claires et nettes. Voilà. Et donc là, je peux très bien visualiser les barres. Donc, par exemple, supposons que si je reviens à la vue en plan niveau 2, là, c'est là où ça devient très, très intéressant. Donc, encore une fois, je ne vois pas les armatures en question. Donc, je sélectionne, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Donc, je désélectionne tout, je sélectionne juste les armatures à béton, je reviens dans les propriétés de graphisme, et là, je vais les afficher. Bon, je peux très bien sélectionner afficher clairement dans toute la liste en même temps. Voilà. Comme ça, ces armatures sont visibles dans toutes les vues en même temps. Donc, vous voyez que les armatures, un peu, elles débordent. Moi, par exemple, supposons dans ce projet-là, je n'ai pas besoin que ces armatures-là débordent sur l'appui en question. J'ai besoin qu'ils s'arrêtent au niveau du nu de l'appui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne l'armature en elle-même et dans le menu contextuel, j'ai une option pour modifier les contraintes. Et donc, c'est là où ça devient très intéressant parce que quand je sélectionne modifier les contraintes, vous voyez qu'ici, l'armature est taillée jusqu'à l'enrobage du poteau. Donc, parce que le logiciel, il a commencé il a compris que ces deux éléments, c'est des éléments structurels en béton, ils sont connectés. Donc, quelque part, au niveau du ferraillage, il doit y avoir du recouvrement entre les armatures, soit du poteau vers la poutre, soit de la poutre vers le poteau. Ce qui est plus logique, c'est que c'est les armatures de la poutre qui vont s'étendre jusqu'à l'appui, c'est-à-dire jusqu'au poteau. Mais si, par exemple, j'ai des besoins spécifiques et j'ai besoin que la poutre, le ferraillage de la poutre s'arrête ici, donc je peux très bien venir ici et commencer à étirer manuellement. Donc, comme je suis en train de faire ici. Mais ce n'est pas très précis parce que je ne vois pas l'enrobage ici de la poutre en question. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux modifier les contraintes de ces armatures-là par rapport à la poutre. Donc, modifier les contraintes. Et donc là, je vois pour chaque
pour chaque élément, je vois, par exemple, je vois la barre ici en elle-même et je vois pour chaque ligne de barre, je vois la référence par rapport à laquelle elle a été posée. Donc, pour la longueur, la référence, c'est le nu de la poutre. Et pour ce point-là, la référence a été le nu du poteau. Donc, si je choisis celui-là, par exemple, je lui dis que je vais avoir une valeur de 0, plutôt moins 2,5 par rapport 0,25 par rapport au nu de poteau. Vous voyez qu'il a repositionné la poutre, l'armature pour correspondre au nu de la poutre. Voilà. Donc, si je clique sur terminer, je vois que l'armature a été repositionnée par rapport à la limite de la poutre. Pour voir cet exemple-là de façon plus claire, on peut le visualiser dans les coupes. Par exemple, dans les cadres, supposons que je veux que ce cadre-là, par exemple, il soit comme ça. Bon, je sais que il m'a positionné l'armature par rapport à cette limite-là, mais si je veux, par exemple, les contraindre, je peux soit sélectionner chaque armature et commencer à étirer manuellement, ou comme je peux très bien revenir et modifier la contrainte en elle-même. Pour voir l'exemple de la contrainte de façon plus claire, supposons que je reviens sur la vue niveau 2 et je modélise par exemple une dalle ici quelque part. Bon, indépendamment du modèle, pour que ce soit plus logique. Donc là, j'ai une dalle ici et je veux la ferrailler avec le ferraillage ordinaire comme je le fais. Et supposons que je veux mettre en place des U de renfort ici, dans ce bord-là, par exemple. Maintenant, le problème, c'est que si je viens ici choisir des armatures sous forme de U, on va aller voir dans la liste des formes d'armature. Donc, la liste est relativement longue, le voilà. Donc, forme d'armature numéro 21. Donc, je choisis la forme. Et quand je viens, par exemple, plan de construction, référence d'enrobage proche, et je dis par exemple, c'est un jeu d'armature variable avec un espacement de par exemple 15. Donc, espacement 15, 150 mm. Et au moment où je viens de le positionner, je viens le positionner ici, vous voyez qu'il va me poser des U tout au long de la dalle. Donc, je vais les poser, je vais les sélectionner et dans la visibilité de la vue, je vais par exemple les choisir visibles partout. Voilà. Donc là, si je passe à la vue 3D, donc je vois que les U de la dalle, ils vont faire toute la longueur, ce qui n'est pas correct. Moi, je veux juste, par exemple, avoir une longueur bien fixe, bien définie, qui va correspondre à des U de renforcement au niveau du bord de la dalle. Donc, je reviens dans la vue niveau 2, ici, et par exemple, ce que je vais faire, je vais juste déplacer le tout, ici par exemple, et étendre la coupe, comme ça, et je reviens à la coupe 1. Donc, la coupe, c'était dans ce sens-là, voilà. Plutôt, il faudra visualiser l'autre vue. Donc, je reviens dans la vue niveau 2 et je vais créer une autre coupe dans ce sens-là pour voir les U en question comme ça. Donc, je sélectionne et je lui dis par exemple aller à la vue pour aller à la coupe en question et niveau de détail élevé. Donc, je vois que les armatures elles vont aller de bout en bout. Donc là, dans cette vue-là, par exemple de coupe, je choisis modifier les contraintes. Et là, je viens ici dans les limites de ces barres-là. Je peux très bien, par exemple, lui dire qu'il calcule le décalage par rapport à cette limite-là qui est en orange. Je ne sais pas si elle est claire sur votre écran. Et c'est par rapport à cette limite-là. Moi, je veux qu'il calcule, par exemple, par rapport à cette limite-là. Donc, il suffit de cliquer sur le point, l'un des points
limite de la barre en forme de U, et je viens sélectionner par rapport à cette référence-là. Voilà, donc c'est cette référence-là qui est devenue en orange, par rapport à ce point-là. Et donc là, il me dit qu'il fait une distance totale de moins 4,05. Moi, je veux juste que les barres ils fassent moins 1 mètre. Donc, vous voyez que le U il est reculé jusqu'à avoir 1 mètre par rapport à ce morceau-là. Donc, je refais la même chose ici. Je sélectionne ce bout de barre. La référence par rapport à laquelle ce décalage est calculé, c'est celle-là. Donc, je veux que ce décalage soit calculé par rapport à cette référence-là. Donc, vous voyez que la valeur elle a changé ici. Et je change la valeur pour lui dire moins 1 mètre. Il va reculer la barre jusqu'à ce que ça fasse 1 mètre de longueur par rapport à cette référence-là. Donc, une fois que je termine, je clique sur le bouton terminer ici. Et si je reviens en vue 3D pour voir ces armatures-là, donc vous voyez que ces barres-là maintenant, elles font juste 1 mètre de longueur. Donc, c'est très intéressant de pouvoir modifier les contraintes de chaque armature que je vais poser de façon à correspondre à ce que je veux. Donc, bien sûr, le logiciel, il offre plusieurs solutions. C'est une solution qui est très intéressante aussi. Alors, pour tout ce qui est ferraillage surfacique, donc là, on vient de voir, bien sûr, ça c'est un ferraillage ordinaire, pas un ferraillage surfacique que j'ai posé, mais la dalle admet aussi du ferraillage surfacique. Donc, il y a plusieurs façons, soit des armatures surfaciques, soit des triers soudés qu'on peut utiliser ici. Alors, je vais revenir à l'exemple tout à l'heure. Donc, la dalle que j'ai positionnée ici, par exemple, cette dalle-là, je veux la ferrailler et je veux avoir un ferraillage surfacique de cette dalle-là. Donc, je sélectionne l'élément en question si je veux, sinon je peux très bien passer par l'onglet structure et j'ai ici un symbole de surface. Donc, quand je laisse la souris dessus, c'est armature de surface. Donc, soit je fais ça, soit je sélectionne l'objet en question, donc la dalle ou le voile, et j'ai dans le menu contextuel soit ferraillage ordinaire, comme j'ai fait tout à l'heure, soit ferraillage surfacique, qui est très intéressant. Donc, armature surfacique, donc je sélectionne, je lance la commande armature surfacique et ça passe en mode esquisse. Donc, il me demande de sélectionner la partie, de dessiner la partie que je veux ferrailler avec ce ferraillage surfacique. Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner un rectangle qui va délimiter mon ferraillage surfacique. Je ne suis pas obligé de dessiner ce rectangle-là et de décaler pour respecter l'enrobage. Le logiciel, automatiquement, par rapport à cette limite-là, il va détecter l'enrobage en question. Donc, je ne suis pas obligé de lui dire que cette ligne-là, il faudra la décaler de 5 cm de part et d'autre pour respecter l'enrobage. Donc, je dessine la zone de ferraillage surfacique qui correspond exactement à la limite de la dalle. Le logiciel, automatiquement, il reconnaît ça et il va décaler de 5 cm de part et d'autre pour respecter l'enrobage en question. Donc, au moment où j'ai dessiné ce rectangle-là, j'ai la main pour verrouiller la position de chacun de ces éléments-là par rapport soit au bord de la dalle, soit à la poutre en question. Et ça dépend si j'avais modélisé la dalle de façon à ce qu'elle soit verrouillée par rapport aux poutres. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, j'ai juste choisi un rectangle et j'ai cliqué sur OK. Donc là, avant de terminer la commande, je dois aussi spécifier la direction principale. Donc, c'est très important pour le ferraillage. Donc, là, par défaut, il a choisi cette direction-là. Si je veux changer, donc j'ai le bouton ici, direction principale, et je choisis par exemple cette direction-là comme direction principale et non celle-là. Sinon, je peux très bien choisir celle-là si je veux. Donc, je vais juste choisir la distance la plus importante ou celle-là. C'est un choix qui dépend du ferraillage que vous voulez poser sur cette dalle-là. Donc, ensuite, je passe à la partie propriété. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de forme parce que c'est des armatures surfaciques. Et donc là, à gauche, dans la partie propriété, j'ai la main pour paramétrer tout ce que je veux. Direction principale supérieure, direction secondaire supérieure, et là en bas, direction principale inférieure et direction secondaire inférieure. Donc, c'est comme si je vais avoir des barres horizontales et verticales supérieures et des barres horizontales et verticales inférieures aussi. Donc, je peux soit cocher, décocher, c'est quelque chose que je ne veux pas avoir. Si par exemple, je veux juste avoir des barres supérieures et pas des barres inférieures, donc je peux très bien venir ici, décocher celle-là et décocher celle-là. Et le logiciel va juste me poser des armatures supérieures ici. Donc, principal, ça veut dire suivant cette direction-là que j'ai choisie tout à l'heure. Et secondaire, c'est la direction perpendiculaire.
Donc là, pour montrer l'exemple, je vais juste choisir même les autres en même temps. Et donc, dans chacune des directions et de positions, je peux choisir le diamètre, donc la barre, parmi la liste des armatures qui existent. Donc, crochet, type de crochet, l'espacement. Et bien sûr, si je veux, donc je peux très bien spécifier la règle de présentation, soit des espacements, soit un nombre fixe. Donc, malheureusement, je n'ai pas la main pour que chaque type de barre ait un mode de présentation. Par exemple, pour les barres supérieures principales, je vais par exemple mettre espacement 30. Et pour les barres supérieures secondaires, je choisis par exemple le nombre de barres fixes. Donc là, ça, malheureusement, je ne peux pas le faire. Donc, je dois choisir un seul mode de présentation, une seule règle de présentation pour toutes les armatures en même temps. Donc, si je choisis espacement maximum, je vais devoir spécifier des espacements dans chacune des armatures. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Et donc là, vous voyez très bien que je peux aller en détail. Par exemple, pour les armatures supérieures, bon, les armatures supérieures, ils ne travaillent pas souvent dans les dalles. C'est comme si c'est des armatures de pose. Donc, je vais juste, par exemple, choisir des armatures HA8. Bon, pour la partie majeure, je vais prendre du HA10. Et pour la partie secondaire, je vais choisir des HA8. Pour les armatures inférieures, par exemple, je vais choisir pour la direction principale HA16 ou HA14, par exemple. Et pour les armatures inférieures, mineures, et direction secondaire, HA12, pourquoi pas. Et donc là, je vais revenir changer, par exemple, l'espacement. Ici, je vais dire, par exemple, espacement 15. Et j'applique. Donc, au moment où j'applique, j'ai juste appliqué ces propriétés-là. Donc, je n'ai pas encore mis en place le ferraillage. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur « Terminer le mode de modification ». Voilà. Donc là, il a positionné les armatures de façon à éviter l'ouverture automatiquement. Donc, je n'ai même pas eu besoin de lui dire. Et il a posé une annotation correspond à ce ferraillage surfacique que je viens de poser. Donc, là, ce que je vais faire, je vais juste sélectionner ces armatures-là. Armature surfacique, armature en béton. OK. Et dans les paramètres de visibilité, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais choisir celle-là en premier et je vais tout activer en même temps. Donc là, vous voyez très bien que je peux voir les armatures que j'ai posées. Donc, on voit très bien comment les armatures ont été évitées. Donc, après, c'est un système de ferraillage surfacique. Et bien sûr, je peux à tout moment revenir, modifier les armatures eux-mêmes. Malheureusement, le problème, c'est que le logiciel ne me donne pas la main pour modifier des barres sans pour autant les modifier indépendamment du reste parce que c'est un système de ferraillage surfacique. Quand j'ai posé ces barres-là, je ne les ai pas posées sous forme de barres ordinaires avec un espacement. J'ai posé sous forme d'un système d'armature surfacique. Et donc là, quand je veux revenir modifier, par exemple, pour ces barres-là, je vais revenir modifier, par exemple, le diamètre ou, par exemple, l'espacement ou n'importe quel élément en question. Ça ne me donne pas la main, tout est grisé ici, vous voyez ici. Donc, je ne peux pas modifier la forme. Je peux juste modifier le marquage de nomenclature. Je ne peux pas modifier l'espacement parce que ça fait partie d'un système de ferraillage. Donc, si je reviens au bord de la dalle ici et que je positionne la souris à la limite de la dalle et j'appuie sur le bouton tabulation sur la souris, ça va itérer entre les armatures linéaires, donc la poutre, et là, j'ai un objet qui s'appelle armature surfacique. C'est lui l'objet qui gère tous ces paramètres-là des armatures surfaciques. Donc, je peux à tout moment revenir modifier à la limite. Donc, je reviens en mode esquisse de tout à l'heure. Je peux aussi modifier les paramètres que j'ai modifiés tout à l'heure, donc le diamètre, l'espacement. Comme je peux très bien supprimer le système de surface. Donc, attention, quand je supprime, ça ne veut pas dire que je vais supprimer les armatures. Je vais juste supprimer le système intelligent qui gère ces armatures-là. Donc, c'est quelque chose, on va dire quelque part, double tranchant. Parce que si je supprime, je vais perdre cette intelligence de pouvoir gérer toutes les armatures en même temps à partir de cette partie-là. Et quelque part, je vais gagner l'indépendance de chacune de ces armatures-là par rapport au système en lui-même. Donc, si je viens ici, je lui dis supprimer le système de surface, donc les armatures deviennent des armatures ordinaires. Donc, chaque
groupes d'armature. Donc, ces 3 barres-là, je peux les modifier ici. Par exemple, je peux modifier l'espacement, je peux modifier n'importe quelle propriété sans pour autant altérer les restes. Donc, je peux aussi revenir ici, par exemple, modifier, par exemple, pour ces barres-là, mais je ne peux pas revenir et lui dire que pour les armatures supérieures principales, je vais avoir diamètre 16 parce que l'objet qui les regroupait a été supprimé. Et donc, l'intelligence qu'on avait au départ a été perdue. Donc, c'est complètement à vous de voir est-ce que vous avez besoin de garder ce groupe-là. Sinon, est-ce que vous pouvez très bien supprimer sans pour autant alterner les ferraillages. Donc, vous voyez que les armatures surfaciques, je peux très bien, par exemple, pour ces armatures-là, je peux dire, par exemple, que la représentation, je veux soit afficher toutes les barres, soit la première et la dernière barre, soit juste une armature centrale. Donc, si, par exemple, je choisis celle-là, du coup, vous voyez que pour ces barres-là, il m'a juste affiché la première et la dernière barre. Sinon, je peux très bien afficher une seule barre au centre et, par exemple, ajouter une étiquette qui lui dit, par exemple, avec une flèche parcourant ces distances-là, qui est, par exemple, du HA16 espacement 20, par exemple. Donc, c'est complètement à vous, c'est personnalisable, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Comme je peux à tout moment sélectionner et revenir vers l'affichage initial pour tout visualiser en même temps. Bien sûr, ça, c'est un ferraillage sur la vue en plan. Si je reviens à la vue 3D, donc je vois très bien le ferraillage ici qui va aller en détail. Donc, tout à l'heure, il y avait un problème de visibilité. Donc, quand on passe à cette vue-là isométrique, on a l'impression que les armatures elles vont déborder sur l'ouverture. Mais quand je passe à la vue perpendiculaire en haut, je vois qu'il n'y a pas d'armature qui déborde. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Alors, ça, c'est les armatures surfaciques. Maintenant, si je veux mettre en place, par exemple, des triers soudés, ou par exemple, si je veux ferrailler des voiles, et ça, c'est très important aussi à savoir, les voiles, ils vont se ferrailler par rapport à la surface, de la même façon que j'ai fait avec la dalle. Donc, la dalle, c'était facile à ferrailler parce que je suis sur la vue en plan. Donc, c'est une coupe horizontale pour pouvoir visualiser la dalle en surface. Mais si je veux visualiser les voiles, donc soit je passe aux élévations, soit je génère des coupes qui vont me montrer le voile en question. Donc là, je peux très bien aller vers les élévations. Donc, je peux, par exemple, pour ce voile-là, aller vers l'élévation Est. Et là, je vois le voile en question. Donc, c'est ce voile-là que je veux ferrailler. Donc, je sélectionne le voile par rapport à la surface et je choisis, par exemple, l'armature surfacique pour pouvoir le ferrailler. Cette fois, ce que je vais faire, je vais passer au système de trier. Donc, je choisis armature surfacique trier. Et donc là, encore une fois, je passe au mode esquisse parce que c'est toujours le mode esquisse pour les éléments surfaciques par rapport aux éléments linéaires. Donc là, je vais spécifier un rectangle pour montrer la limite. Et donc, regardez qu'au fur et à mesure que je commence à dessiner ce rectangle-là, cette esquisse-là, le logiciel me montre une sorte de panneau qui fait 6,40 m, par exemple. Bon, c'est des panneaux prédéfinis qui existent. Donc, au moment où je vais terminer cette pose-là, il me dit que le panneau va faire ces dimensions-là. Donc, vous voyez que, par exemple, pour ces limites-là, j'ai cette option qui est cochée, ça veut dire que le trier va être coupé ici. Si je coche ces options-là aussi, celle-là et celle-là, il va découper le trier pour que ça corresponde à la dimension de mon voile en question. Donc là, bien sûr, le trier que j'ai choisi, c'est des triers préfabriqués. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler avec ces panneaux-là. Donc, c'est un système français. Donc, les PAF, c'est les panneaux anti-fissuration. Donc, il y en a plusieurs, type C, R, V, etc. Il y en a aussi le système de trier, donc diamètre, donc le 10, le 15, le 15C, le 20, le 25, le 25C, etc. Donc, c'est des systèmes de trier prédéfinis qui existent en France. Et bien sûr, je peux à tout moment revenir à l'intérieur de chaque type de trier pour commencer à créer ma propre famille. Donc, je sais que les gens ont souvent des problèmes avec ces triers-là. D'après ce que je sais par rapport à nos pays en question,
On n'a pas encore de catalogue prédéfini fixe de tri et soudé. Dans certains pays, ça existe, mais ils ne sont pas encore standardisés sur Revit. Moi, je vous dis que c'est une question de temps avant que ce soit inséré sur Revit. Mais pour le moment, on peut très bien travailler avec ces panneaux de trier qui sont étrangers. Il y a même des catalogues qui existent sur Internet pour ces triers-là. Donc, malheureusement, on n'a pas vraiment la main pour personnaliser à 100%. Donc, je m'excuse. Mais c'est une question de temps pour pouvoir en arriver. Donc, ces panneaux-là, c'est des panneaux prédéfinis, préfabriqués en usine, qui sont fabriqués en usine et on vient les découper et les souder sur chantier pour ferrailler un élément en question. Alors, donc là, si par exemple je choisis de terminer le mode esquisse, donc je peux aussi spécifier la direction principale de ce trier-là. Donc au moment où je termine, vous allez voir que j'ai des morceaux de panneaux ici qui ont été posés en question, qui ont été posés. Voilà. Donc pour pouvoir les visualiser en clair, je vais revenir à la vue en plan niveau 2. Et je sélectionne à la fois le voile et le système de tri qui est à l'intérieur. Donc, je reviens, filtrer, pardon. Donc, c'est la même logique que pour les éléments de ferraillage surface X. Donc, vous voyez ici, le paramètre d'affichage en 3D n'est pas disponible pour les trier parce que le logiciel, d'un côté, nous ne donne pas la main pour modifier même le diamètre de ces panneaux de trier parce qu'ils sont préfabriqués. Voilà, donc vous voyez que les triers, chaque trier que je vais poser ici, c'est une famille système. Donc le PAF C en question, je ne peux pas le dupliquer, je peux juste le renommer et commencer à créer mes propres paramètres. Donc je peux très bien revenir ici, par exemple, lui dire que le diamètre, au lieu d'avoir 4,5, avoir un diamètre autre. Et donc là, je commence à paramétrer cet élément-là par rapport au tri qui existe. Mais ça va me limiter en termes de panneaux parce que je ne peux pas ajouter en tant que de panneaux que je veux. Je m'excuse. Je sais qu'on a perdu le partage d'écran. Voilà. Bien sûr, pour tout ce qui est quantitatif, c'est très facile d'extraire des quantitatifs depuis Revit. Pour tout ce qui est armature, c'est les tableaux de nomenclature qu'on a par défaut sur Revit. On va y arriver tout à l'heure. Maintenant aussi, pour voir, c'est la même logique qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, pour voir le ferraillage automatique, si par exemple, je sélectionne un élément en 3D pour pouvoir visualiser ça plus clair, je sélectionne un élément structurel et je passe dans le module de ferraillage automatique. Donc là, module, armature, et je choisis par exemple poutre. Donc bien sûr, avant de lancer cette commande, je dois au préalable sélectionner l'élément en question, sinon la commande ne marche pas. Donc je lance la commande de ferraillage de poutre, ça prend un peu de temps. Donc c'est un module qui est disponible via abonnement. On peut le télécharger et l'installer via l'abonnement. Donc la géométrie de la poutre, elle est déjà figée. Donc là, je peux spécifier les cadres, le diamètre des cadres. Donc, par exemple, le diamètre HA10 pour les cadres, la forme des cadres en question, l'espacement, la répartition des cadres, donc soit une répartition ordinaire, soit une répartition sismique, donc serrée au niveau des appuis et on va dire allégée au niveau intermédiaire, soit une répartition semi-sismique. Donc, ça veut dire que si je souhaite faire une partie tout seul, après faire une autre, soit une autre répartition par la suite. Donc, je peux très bien paramétrer, choisir chaque type de répartition correspondant à l'élément structurel que je veux ferrailler. Donc, suivant chaque type de répartition, j'ai des paramètres qui vont s'ajouter ici pour pouvoir me permettre de détailler
cet espacement-là. Donc, les barres principales, inférieures et supérieures, je peux les régler ici. Donc, je veux par exemple, en bas, je peux avoir du diamètre HA16. Et en haut, je veux par exemple avoir du HA12, par exemple. Donc, si je veux avoir des crochets, oui ou non, ici et ici aussi. Donc, si je veux avoir des armatures additionnelles supérieures, si je veux avoir des armatures additionnelles inférieures aussi. Et enfin, tout ce qui est division de barres. Donc, je peux très bien spécifier ici pour les longueurs de barres dépassant, par exemple, 12 mètres. Je peux, par exemple, paramétrer la division des barres. Donc, supérieure et inférieure en même temps. Et donc là, c'est la section des aciers, les sections d'acier qui existent par défaut. Donc, une fois que je paramètre cette commande-là, je clique sur OK. Le logiciel va automatiquement commencer à générer des armatures au niveau de cette poutre-là. Vous le voyez ici. Donc, automatiquement, il m'a généré des armatures. Donc, si par exemple, je sélectionne tout et je sélectionne juste les armatures à béton, donc j'ai sélectionné aussi les armatures de la dalle avec, mais ce n'est pas grave parce que je veux contrôler l'affichage pour tous ces éléments en même temps. Voilà. Et donc là, je peux très bien visualiser les armatures que je viens de modéliser. Donc, vous voyez très bien. C'est avec une seule commande, j'ai posé plusieurs armatures en même temps. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que pour commencer à distinguer entre les diamètres, ou là, on va dire plutôt appliquer des couleurs par rapport à des diamètres d'armature sur votre vue 3D, même sur les autres vues, il y a eu beaucoup de gens qui ont discuté ce problème-là, comment faire ça sur Revit. Il y en a qui ont eu recours à la modification de matériaux de chaque barre. Donc, ça prend du temps, ce n'est pas la bonne méthode. Mais si, par exemple, je veux appliquer, par exemple, pour chaque diamètre d'armature, je veux, par exemple, appliquer un code de couleur. Comment on peut faire ça sur Revit? C'est à travers les filtres de vue. Donc, je vais dans visibilité et graphisme. Donc, soit je tape VG sur clavier ou VV, ou même, donc, par exemple, par exemple, dans gérer, pardon, dans vue, visibilité et graphisme, celle-là. Et là, je vais dans le dernier onglet, filtre, et je vais commencer à créer des filtres. Et par rapport à chaque filtre, je vais appliquer un code de couleur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Ajouter. Donc, je n'ai pas encore de filtre ici, donc je vais créer un nouveau filtre. Je commence par un premier filtre ici, que je vais par exemple appeler HA8. Et ce critère-là, il va concerner les armatures à béton. Et je vais filtrer par diamètre de la barre égale à, par exemple, diamètre 8. Et j'applique. Donc ça, c'est un premier filtre. Je vais créer un autre qui s'appelle HA10, qui va concerner, donc HA10 va concerner les armatures à béton. Le critère en question, c'est le diamètre de la barre. Et je lui dis, par exemple, égal à 10, par exemple. Je vais ajouter un troisième filtre que je vais appeler HA, par exemple, HA14. Donc, armature à béton, diamètre de la barre égal à 14. Et j'applique. Donc, je clique sur OK. Donc, juste pour ces trois barres-là, bon, j'ai vu qu'il y a un quatrième, c'est le HA16. Il y a même le HA6, armature à béton. Le filtre va s'appliquer, la règle va s'appliquer sur le diamètre de la barre étant égal au diamètre 16. Et je clique sur Appliquer et OK. Donc maintenant, j'ai créé les quatre filtres que je vois ici. Je prends par exemple ce filtre-là, HA8, et je lui dis que qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Au moment où il va trouver une barre d'armature qui correspond à ce filtre-là, et donc ce filtre-là correspond aux armatures dont le diamètre est égal à 8 mm, il va appliquer par exemple le motif que je vais choisir par exemple ici. Par exemple, le diamètre 8, c'est là, par exemple, on va dire la couleur bleue avec un motif plein, uni. OK. Je vais ajouter un autre qui va concerner les HA10. Et je vais dire que pour les HA10, je vais les voir, par exemple, en vert, avec un remplissage uni. Je vais ajouter un autre pour le HA14. Couleur, par exemple, rouge. Et motif uni. Et en dernier, celui de HA16. Je vais choisir, par exemple, un code de couleur orange, par exemple,
un remplacement, un motif uni. Au moment où je vais cliquer sur appliquer OK, vous voyez que sur mon modèle, sur la vue en cours, donc chaque diamètre correspond à une couleur. Donc là, j'ai une distinction. Donc ces barres-là, pourquoi je n'ai pas de couleur? Parce que c'est des barres qui ne sont pas incluses dans le filtre que j'ai mis en place. C'est du HA12. Si je reviens dans visibilité et graphisme, dans les filtres, oui, je n'ai pas spécifié le HA12 ici, c'est normal. Mais je peux très bien revenir à tout moment pour les filtres. Voilà ici, un nouveau filtre que je vais appeler par exemple HA12 et qui va correspondre au diamètre de la barre 12 mm. Voilà, j'ajoute le filtre et je vais ajouter ce filtre d'affichage par rapport à ce filtre de sélection. HA12 ici, je vais dire par exemple que ce soit affiché en couleur, par exemple violet et un motif uni. Très bien, voilà. Donc le reste, c'est les armatures HA6 ici que je vois ici, bien sûr. Donc là, je peux très bien appliquer un code de couleur à cette vue-là de façon indépendante et de façon rapide. Donc là, j'espère que ça a résolu le problème d'affichage des diamètres de barres par couleur. Donc tout dépend des filtres que je vais appliquer ici, dans cette vue-là. Bien sûr, c'est des paramètres relatifs à la vue 3D. Donc si je reviens à la vue niveau 2, je n'aurai pas le même affichage. Il faudra que je réapplique encore une fois ces filtres-là parce qu'ils ont été appliqués uniquement à la vue 3D. Je peux très bien enregistrer ça en tant que gabarit à partir de la vue 3D et commencer à les appliquer aux vues correspondantes. Comme ça, je peux très bien produire des plans avec des codes de couleurs. C'est plus facile, c'est plus rapide. Enfin, en dernier, pour voir les nomenclatures, donc je peux très bien venir ici, dans l'arborescence de projet, je vais dans le groupe de fenêtres nomenclature quantité et je clique droit, nouvelle nomenclature quantité. Et par exemple, je veux afficher les armatures à béton ici. Et je commence à choisir par exemple, je peux très bien choisir par exemple le type de famille pour commencer, la longueur de la barre, et par exemple même l'image et le code de la numéro de la forme ou même numéro d'armature. Ça, je peux même le monter en haut. Et je clique sur OK. Automatiquement, on va voir un tableau qui va être généré. Voilà. Donc, c'est un tableau qui a été généré automatiquement. Donc, il m'a classé les barres par numéro. Exactement. Le façonnage, c'est l'image de la forme en question. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que quand je choisis l'image de la forme, donc vous voyez que c'est des images, c'est des fichiers images. Shape51.png, PNG, shape00.png. Donc là, quand je vais passer ce tableau-là à une mise en page, donc si je vais par exemple dans la mise en page ici, nouvelle feuille, donc là, j'ai une mise en page par défaut et je viens dans le tableau de nomenclature, je vais venir le glisser ici. Donc, vous voyez que j'ai des images qui sont préchargées, prédéfinies, qui vont être chargées directement. Bien sûr, je peux très bien revenir dans le tableau de nomenclature ici et commencer à ajouter des champs. Donc, par exemple, la longueur de A. Donc là, il y a 2A. Je prends par exemple celui-là, SC et le D. Même il y a le E et le F. Donc, c'est les tronçons de l'armature. D'accord, donc là, parce que j'ai deux familles d'armatures différentes ici, ou là plutôt j'ai généré, le ferrage qui a été généré avec les autres types d'armatures correspond à ces armatures-là. Donc là, je vais juste retirer ces paramètres-là.
Et je vais choisir le deuxième dans chacune des lignes. Voilà. Donc là, si je reviens vers le tableau, dans la feuille, voilà. Donc là, les tronçons, je peux très bien visualiser leur longueur. Donc là, je vois que là, c'est ABCD, là, c'est AAA, ABC. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir dans le tableau de nomenclature et dans les champs, je vais afficher jusqu'au D. Voilà, très bien. Et donc là, quand je reviens dans la mise en page, je visualise automatiquement. Donc, pour chaque barre, j'ai la longueur totale et j'ai la longueur de chaque tronçon de barre. Donc, le A, il fait 550, le B, il fait 250, 80 pour le C, 80 pour le D. Donc là où il n'y a pas les B, C, D, donc je vois 0, 0, 0. J'ai aussi oublié de mentionner la quantité. Donc ici, dans les champs, j'ai oublié de spécifier la quantité d'armature. Donc je vais la transférer avant la longueur totale, par exemple comme ça. Voilà. Donc l'armature AH A6, quantité 16. Donc je vois très bien ici comment je peux spécifier. Bien sûr, je peux à la fin spécifier une longueur totale. Donc les images qui sont chargées ici, c'est les images correspondant au code de la forme. Donc le Revit va automatiquement, pour chaque armature que j'ai mis en place, vous voyez très bien ici, si vous vous rappelez, si je reviens à la vue 3D, donc chaque armature que j'ai positionnée dans mon modèle ici correspond à un code de forme. Donc un numéro de forme 00, 51, etc. Donc il y a plusieurs codes d'armature. Et donc pour chaque code d'armature correspond une image dans la bibliothèque de Revit correspondant à la forme de cette armature-là. Donc si vous vous rappelez ici tout à l'heure, dans le navigateur de forme, donc ces formes-là, elles ont leur propre image. Et ces images-là, on peut les charger dans le tableau de nomenclature ici, qu'on peut afficher là. Donc voilà ces images-là, qu'on peut ensuite, dans la mise en page, voir. Voilà. Donc je pense que qu'on arrive à la fin. Donc il manque une troisième façon de ferrailler que je n'ai pas montré, c'est le lien entre Revit et robot. Donc, quand on transfère la structure, donc on peut très bien, quand on choisit intégration avec robot, je peux très bien choisir mettre à jour le modèle et le résultat. Et ici, option de mise à jour, projet de ferraillage. Mais la condition pour que ça marche est qu'il faut que je sois dans le module de ferraillage dans le robot. Pas dans le module de dimensionnement, pas dans le module de résultat ou de calcul ou de géométrie. Je dois être dans le module de ferraillage pour pouvoir transférer les ferraillages depuis robot vers Revit. Donc, il faudra s'assurer que cette option-là est cochée ici. Oui, en effet, comme vous voyez très bien ici, par exemple, j'ai certaines barres d'armature que je n'arrive pas à afficher des formes de façonnage, on va dire des images de façonnage. Je dirais que ceci est dû à l'utilisation de commandes. Donc, si je cherche par exemple la barre numéro 18, j'estime que c'est cette barre-là. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est les dernières armatures que j'ai ajoutées tout à l'heure. Donc, les armatures que j'ajoute à travers la commande de ferrage automatique ne me permet pas de charger directement. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres formes qui ont été préchargées. Donc, c'est principalement ces éléments-là que j'ai ferraillés à travers la commande, à travers le module de ferrage automatique, celui-là. C'est ces armatures-là que je n'arrive pas à récupérer, dont je n'arrive pas à récupérer l'image. Donc, vous voyez ici, c'est le 19. Ça, c'est la barre numéro 19 aussi. Donc, ça, c'est la barre numéro 20. Et les cadres, c'est les barres numéro 18. Et si je reviens au tableau de nomenclature, c'est les barres numéro 18, 19 et 20 qui n'ont pas d'image. Mais sachez que c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment parce que le module de ferraillage automatique a été développé avant l'existence de cette image de forme. Je pense qu'ils sont sûrement en train de réviser ce module-là pour que ce soit à jour avec ce qu'on peut avoir en termes de ferraillage
d'image, de forme avec les commandes de ferrillage ordinaires. Voilà. Donc, c'est tout pour cette séance d'aujourd'hui, pour ce webinaire. J'espère que ça a été instructif pour vous. On a essayé de parcourir tous les éléments en question pour le ferraillage. Donc, bien sûr, ce qu'on vient de voir ici, c'est applicable aussi pour les semelles. Donc, on ne les a pas vus, mais c'est la même logique. C'est toujours la même logique derrière. Tout à l'heure, j'ai ferraillé avec le trier. Je peux très bien ferrailler avec les ferraillages, avec un ferraillage surfacique, comme on le fait ici, avec la dalle. On peut très bien le faire avec les voiles. Et voilà, donc j'espère que ça a été instructif. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Donc, il y a une partie questions-réponses qui est disponible sur l'application Zoom qu'on est en train d'utiliser. Donc, vous pouvez très bien commencer à poser des questions dans cette partie-là, Q et R. Sinon, aussi des questions à travers la partie commentaires, la partie conversation, bien sûr, ils sont les bienvenus aussi. Je vous remercie. J'espère que ça a été instructif pour vous aussi. Bien sûr, si vous avez d'autres questions dans le futur, n'hésitez pas à les poser. Donc, vous pouvez très bien nous envoyer des emails, c'est avec plaisir. Et si vous n'adoptez pas cette solution encore, je vous dirai que c'est le moment. Parce que Revit est en plein développement. Il y a la version 2019 qui va sortir d'ici fin mars, qui peuvent être aussi développées de façon très intéressante. Alors, repérage des assets sur le vue en plan. Ça, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui concerne les annotations. Exactement. Donc, comment on peut annoter ces éléments-là? Donc, vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai commencé à générer ces armatures-là sur les vues en plan, je n'ai pas appliqué d'annotation parce que je ne les ai pas chargées, mais on peut très bien à tout moment revenir dans les annotations ici et commencer à charger des annotations d'armature. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de ferrailler une dalle sous forme couronne automatiquement? Je dirais que pour tout ce qui est ferraillage circulaire, je n'ai pas eu le temps de vous montrer. On a juste des formes d'armature circulaires pour tout ce qui est poteau circulaire. Donc, quand je lance la commande d'armature, ici, vous pouvez très bien voir les formes d'armature qui existent. Il y a des armatures circulaires. On peut les voir ici en bas. Mais tout ce qui est éléments curvilignes, donc voile sous forme d'arc ou même une dalle circulaire, malheureusement, on n'a pas encore d'éléments de ferraillage à 100% fiables pour ces objets-là. Je sais que c'est une grande galère pour pas mal d'utilisateurs de robots aussi et de Revit, mais c'est quelque chose qui est en cours de développement. Donc, vous voyez que même pour modéliser une dalle circulaire, on n'a pas la main directement, donc le sens de portée n'est pas spécifié parce qu'on n'a pas de sens de portée ici. Sinon, on peut spécifier une ligne centrale, mais c'est quelque part, on est en train de tricher pour modéliser notre dalle en question. Donc, je vais juste revoir la partie questions-réponses. Alors, je vois qu'on a plusieurs questions ici. Donc, je commence par donc le repérage, c'est ça, c'est sur les vues en plan. Donc, ça, c'est des annotations. On peut très bien les générer et les gérer aussi. Donc, 20 fois HA12, FE400. Donc, c'est les annotations. Donc, tout ce qui est annotation d'armature, tout ce qui est repérage d'armature, c'est des annotations. Donc, je peux à ce moment venir ici, par exemple, dans l'onglet Annoter. Donc, multi-armature. Je choisis les armatures en question. Et après, je peux très bien spécifier la position de l'annotation. Pardon, j'ai juste appuyé sur un mauvais bouton. Par exemple, comme ça, et je peux très bien spécifier les annotations. Donc, les annotations, c'est propre à chaque vue. Donc, si je veux les entrer dans les coupes, je dois revenir dans la coupe où je veux
positionner mes annotations. Et je viens par exemple ici, multi-armature, et par exemple, je viens sélectionner par exemple ces barres-là, par exemple comme ça. Donc, il faudra juste revoir la taille des symboles en question. Donc, ça fait l'objet des annotations. Donc, vous aviez abordé brièvement l'espacement dans les zones critiques, comment on peut définir les 3 zones, ou plusieurs pour ferrailler. Alors, pour tout ce qui est espacement, ce que je peux faire, je peux par exemple ici, je vais juste sélectionner une poutre, par exemple celle-là, et je vais venir appliquer un ferraillage transversal. Donc, je vais choisir la forme d'armature qui correspond à ce que je veux avoir. Celle-là, 51, épingle 135, 135, dans le crochet au niveau de la barre. Donc, je vais choisir la barre HA, par exemple, 10. D'accord? Et je vais choisir, par exemple, ici, plan d'enrobage plan de construction proche, perpendiculaire. Et je vais choisir, par exemple, ici, un jeu d'armature, nombre avec espacement. Si, par exemple, je veux avoir 10 barres d'espacement 15. Je viens ici et je les positionne au début de la poutre. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux très bien revenir ici. Donc avec la commande toujours active, je choisis par exemple de commencer par exemple les armatures de ce côté-là. Encore une fois, donc j'ai le même espacement ici. Et la partie centrale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir changer. Par exemple ici, je garde le nombre et je vais par exemple, je vais dire par exemple espacement 20. Et je viens le positionner directement sur ces armatures-là. Voilà. Donc là, j'ai 3 zones différentes. Donc la zone centrale ici que je vois ferrailler ici. Celle-là aussi, c'est la zone courante, on va dire espacement 10. Et ça, c'est l'espacement critique. Donc j'ai une barre en plus ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste revenir dans la vue 3D. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas spécifié l'option d'affichage d'armature. Donc, je vais juste sélectionner ces armatures transversales ici. Je vais filtrer pour afficher uniquement les armatures à béton. Dans les options ici, état de visibilité de la vue, je vais choisir toutes les options en vigueur pour qu'elles soient affichées dans toutes les vues. Donc là, si je reviens à la vue 3D encore une fois, on va voir la poutre qui est ferraillée ici, la voilà. Donc là, j'ai une armature en plus parce que j'ai des armatures superposées ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste changer la quantité, 9 au lieu de 10, et déplacer cette armature-là. Bon, je l'ai fait en 2D, j'ai fait en 3D, je peux très bien le faire en 2D, et décaler par exemple par rapport à ce point-là. Je n'ai pas d'accrochage ici. Comme ça, j'éloigne ces armatures-là. Donc là, je vous ai montré comment on peut très bien poser 2. Donc si par exemple, je reviens vers le nombre 10 pour avoir un troisième cadre. Donc c'est quelque chose que je peux calculer au préalable avant de commencer à les mettre en place sur Revit. Mais bien sûr, encore une fois, je le dis encore une fois, on ne peut pas calculer le ferraillage sur Revit. Revit ne peut pas faire du calcul de ferraillage. Il n'a pas de moteur de calcul pour tout ce qui est dimensionnement et génération de ferraillage automatique après calcul. Donc, comment faire le ferraillage pour les dalles en forme organique? Donc, tout ce qui est éléments, bon, je ne sais pas, est-ce que par forme organique, vous voulez dire les éléments curvilignes, donc des dalles avec des formes bizarres. Par exemple, si je viens ici, par exemple, modéliser une dalle comme ça, et je viens rajouter, par exemple, un arc ici, début, un centre. Non, pardon. J'ai choisi le mauvais outil, début ici, centre, et par exemple, fin comme ça. Et je viens ici sélectionner, par exemple, cet arc-là. Bon, on va faire autrement. Donc, début, fin et rayon, par exemple, comme ça. Voilà. Et j'enlève celui-là et je spécifie un sens de portée comme celui-là, par exemple. Et ensuite, cet élément-là, je vais venir le ferrailler. Donc, sans rien changer, je vais juste choisir la même forme.
par exemple, et ferrailler la dalle en question. Donc, jusqu'à ce point-là, le ferraillage, il respecte ce qu'on veut avoir. Et là, on peut très bien visualiser le ferraillage qui a été généré par rapport à ce bord-là. Donc, quelque chose que je n'ai pas abordé ici, c'est l'enrobage. L'enrobage, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer au début de notre modèle, avant même de commencer à générer ces éléments-là. Donc là, chaque élément structurel comporte des paramètres d'enrobage que je peux voir ici. Donc, j'ai par défaut un seul enrobage qui est créé sur Revit, qui s'appelle enrobage d'armature 1, avec une distance de 25 mm, donc de 2,5 cm. Si je veux le modifier, c'est très facile. Donc, je viens ici, dans le ruban structure, groupe de commande d'armature, et donc j'ai des options en bas, paramètres de l'enrobage, et je peux très bien dupliquer, ajouter ou supprimer d'autres enrobages pour avoir une liste d'enrobages relatifs à chaque élément. Donc, Revit, à chaque fois, va respecter l'enrobage pour commencer à ferrailler les éléments. Et donc là, ça, on peut le ferrailler. Par contre, si j'ai des éléments complètement circulaires, malheureusement, ça, on ne peut pas le générer sur Revit pour pouvoir les ferrailler directement. C'est quelque chose qui est impossible. Même pour les voiles aussi, c'est la même logique. Je ne peux pas modéliser un voile. Bon, je peux modéliser un voile qui est, par exemple, qui est incliné comme ça, par exemple, en arc. Malheureusement, pour le ferrailler, ce n'est pas une solution. Vous voyez, même les commandes de ferraillage surfacique sont indisponibles. Il y a juste le ferraillage ordinaire. Et quand je choisis ce ferraillage-là, si je vais choisir une armature longitudinale, donc, et là, je choisis par exemple parallèle au plan de construction et je choisis le plan de construction le plus proche. Donc, vous voyez que quand je commence à déplacer la souris, je n'ai pas la main directement pour avoir une armature sous forme d'arc qui va prendre la forme du voile en question. Donc, à chaque fois, j'ai juste des armatures dans ce sens-là. Donc, c'est quelque chose qui est encore en cours de développement. Bien sûr, je peux très bien venir poser des armatures perpendiculaires. Donc, ça, ce n'est pas difficile. Donc, je viens poser des armatures perpendiculaires. Et donc là, c'est un travail manuel pour poser ces armatures-là. Bien sûr, les armatures sous forme d'arc qui vont, on va dire quelque part, les armatures de peau, pas de peau, mais les armatures de montage par rapport à ces armatures principales, on ne peut pas directement les réaliser sous forme d'arc. C'est quelque chose qui est quand même restreint. Sinon, on a toujours le mode de ferraillage en forme libre. Donc, dessiner l'armature. Donc, ça, c'est quelque chose qui est complètement libre. Donc, je peux choisir la surface haute qui sera concernée par ce ferraillage-là et commencer à dessiner manuellement du ferraillage. Donc, sous forme d'arc, je peux même prendre, par exemple, cette forme-là et, par exemple, la décaler avec une distance bien spécifique pour avoir, par exemple, la forme que je vais avoir. Par exemple, on va décaler de 5 cm, 0,05, comme ça. Et je vais supprimer celle-là et je vais même, par exemple, ajuster par rapport à cette limite-là. Je peux même venir le faire manuellement si je souhaite. Donc, à la fin, quand je termine, ça me génère une armature longitudinale. Mais c'est du ferraillage purement manuel. Vous voyez ici que c'est une barre que j'ai générée. Bien sûr, là, je peux venir lui appliquer un espacement. Et ensuite, quand je passe en vue 3D, donc l'armature répétant, je vais juste l'afficher en 3D. Donc, on peut voir que pour cet élément-là, j'ai un ferraillage qui va longer
ce voile-là qui est incliné. Mais c'est du travail manuel. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec, avec les commandes de ferraillage surfacique qu'on a vu tout à l'heure, celle-là. Alors, donc je ne sais pas, est-ce que ça répond à la question des ferraillages des dalles sous forme organique ou même des formes curvilignes. Donc, la différence par rapport à la version que j'utilise, la version interdite à la vente, c'est la version pour démonstration. Donc, Autodesk, elle dispose de licences spéciales pour les démonstrations qu'elle offre à ses partenaires, donc les distributeurs et les revendeurs d'Autodesk, pour des buts de démonstration, de webinaire, donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. En termes de fonctionnalités, on a les mêmes fonctionnalités. C'est juste que si vous n'avez pas les mêmes commandes que moi, c'est que vous n'avez pas, soit vous n'avez pas mis à jour votre Revit, soit vous n'avez pas installé certaines extensions, certains modules qui sont disponibles sur la plateforme d'Autodesk. Alors, il y a certaines commandes qui sont disponibles uniquement à travers abonnement. Donc, si vous avez une version piratée, malheureusement, vous n'aurez pas la main pour la télécharger, sauf si vous la trouvez sur un site du marché noir. Mais c'est quand même c'est à vos risques, à vos périls, parce que quand vous téléchargez une extension, une application qui est disponible sur un site, on va dire, black market, c'est souvent des applications qui sont modifiées. Et donc, quand vous installez avec quelques virus, quelques malwares, parce que quand vous lancez l'installation, vous donnez l'autorisation à ce package d'installer des éléments en plus sur votre ordinateur avec votre accord complet. Et ces éléments qui ne sont pas reconnus en tant que virus ou en tant que malware sur votre machine. Donc, ils vont commencer à vous créer des problèmes, etc. Et vous n'allez pas vous en rendre compte sur place. Voilà. Mais en termes de fonctionnalité, la version interdite à la vente que j'utilise est complètement égale à la version officielle qui existe sur le marché. Donc, le module que j'utilise pour la deuxième méthode, c'est exactement le module dont je viens de parler. C'est un module qui se télécharge à travers le compte officiel Autodesk. Ça s'appelle Revit Extension, qui me permet d'avoir ces éléments en plus ici. C'est des commandes supplémentaires relatifs à des éléments structurels. Il y a même d'autres modules spéciaux pour l'architecture, des modules spéciaux pour tout ce qui est MEP. Donc, il y a plusieurs modules. Parmi les éléments structurels, nous avons parfois des éléments qui ont des formes assez irrégulières. Est-ce qu'on peut créer nous-mêmes ces formes et mettre des ferraillages adéquats? Bien sûr. Donc, tout ce qui est éléments de ferraillage, tout ce qui est éléments structurels inhabituels, par exemple des pieds des piles de pont sous forme Y, par exemple, même dans le bâtiment, des fois, vous avez devant vous des ouvrages, des éléments structurels qui sont irréguliers, qui ne sont pas quelque chose d'habituel. On peut les modéliser sur Revit à travers les familles. Donc, on peut très bien créer de nouvelles familles structurelles en se basant sur des gabarits de familles structurelles, bien sûr. Et quand on crée une famille à travers ces gabarits structurels, automatiquement, c'est comme si on est déjà en train de préparer notre famille pour du ferraillage. Parce que quand je vais sélectionner l'élément structurel en question sur Revit, même si c'est une nouvelle famille que je viens de créer, si c'est une famille structurelle, je verrai automatiquement les commandes d'armature, de ferraillage automatique. Et je peux très bien ferrailler cet élément-là. Souvent, c'est comme si je suis en train de ferrailler un poteau ou une poutre, une dalle ou un voile ou une semelle. Donc, il faudra les créer sur Revit au préalable, à travers les familles avec des gabarits structurels. Et ensuite, on peut les ferrailler directement sur Revit, comme si on est en train de ferrailler des poteaux et des poutres ordinaires. Donc, oui, en effet, le lien entre robot et Revit génère des fois quelques problèmes de ferraillage, des positions d'armature, des fois qui ne sont pas pris en compte à 100%. Des fois, c'est dû à la complexité du modèle.
quand vous êtes en train de charger plusieurs éléments en même temps, je vais dire n'importe quoi, hein, par exemple 100 éléments que vous avez calculés sur robot et vous voulez transférer vers Revit, des fois il y a des problèmes de calcul, ça dépend du ferraillage que vous avez généré sur robot. Des fois, il y a certaines formes de barres qui ne sont pas prises en compte sur Revit, mais c'est des cas très, très spécifiques. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, qu'on croise tous les jours. Mais c'est quelque chose qui arrive aussi, hein. Alors, pour les questions dans la partie commentaires. Oui, est-ce qu'on peut ferrailler des poutres à section variable? Bien sûr, on peut très bien le faire. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais quand je commence à ferrailler un élément sur Revit, par exemple, cette poutre-là, donc si je passe à la vue en plan, par exemple, cette poutre-là en question, quand je la sélectionne et quand je choisis l'option ferraillage, donc j'ai un jeu d'armature variable. Donc, vous voyez très bien ici, donc quand j'active cette option-là, le jeu d'armature va suivre la variation de section de la poutre, du voile, de la dalle en question, pour qu'on ait des armatures correspondant à la variation de section de l'élément structurel en question. Donc, c'est quelque chose qu'on peut activer ici. Peut-on faire le détail du ferraillage au niveau des jonctions, par exemple, poteau-poutre, sans avoir de chevauchement? Bien sûr. Quand je vais ferrailler un poteau indépendamment de la poutre, je peux très bien afficher ce nœud-là en 3D et commencer à éditer le détail de ferraillage dans ce nœud-là, de façon à n'afficher que les armatures en question, et même commencer à étirer, comme j'ai montré tout à l'heure, les armatures de façon à avoir quelque chose qui est correct. Il faudra combiner entre les vues en plan, entre les coupes et la vue 3D pour pouvoir réussir pour pouvoir réussir ce ferraillage au niveau du nœud entre poteau et poutre. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, on peut très bien, par exemple, quand je ferraille une poutre, donc je ferraille un poteau ici, donc je peux très bien passer à la vue 3D pour gérer ce nœud en question et adapter le ferraillage à ce nœud-là par rapport aux barres qui arrivent dans cette intersection. Est-ce qu'on peut choisir n'importe quel façonnage? Alors, Revit, il propose par défaut des formes d'armature ici, une liste. Mais si on a besoin d'autres façonnages purement spécifiques, c'est là où on a la main pour dessiner des armatures sous forme libre. Et donc là, je commence à dessiner des armatures indépendamment du façonnage en question. Donc, je peux très bien commencer à ferrailler des éléments avec une forme d'armature libre. Donc, vous voyez que quand je passe en mode de ferraillage armature libre, j'ai plus la fenêtre des formes d'armature prédéfinies. Donc, c'est à moi de définir la forme d'armature moi-même. Donc, c'est exactement la commande que j'ai utilisée tout à l'heure pour ferrailler ce voile-là. Donc, je dois choisir une surface du haut sur laquelle je dois travailler. Et ensuite, je commence à dessiner moi-même l'armature. Donc, je passe en mode esquisse carrément. Donc, je dessine avec des lignes. Et ce que je suis en train de dessiner avec des lignes, c'est quelque part l'axe de l'armature que je vais modéliser. Donc, pour la question des formes irrégulières, je pense que j'y ai répondu tout à l'heure. Donc, comment rajouter des barres de renfort dans une poutre de façon correcte? Donc, il faudra que vous sachiez vous-même la position exacte de ces armatures-là. Donc, je peux à tout moment revenir dans la coupe, par exemple. Supposons que j'ai déjà fait une poutre, par exemple, ici. Et j'ai besoin d'ajouter des armatures de renfort supplémentaires par rapport au milieu de la poutre. Donc, ce que je peux faire, je peux passer à la coupe. Et cette poutre-là que j'ai fait tout à l'heure, je peux commencer à ajouter les armatures, par exemple, soit ici, soit ici. Donc, je vais les positionner ici. Donc, là, je contrôle tout ce qui est position dans la section et je reviens dans la vue en plan pour contrôler la longueur de la barre. Donc, si je viens, par exemple, ici, je positionne une barre linéaire, comme ça, plan de construction actuel, perpendiculaire au plan, et je viens, par exemple, ici,
positionner la barre. Ensuite, je quitte, je sélectionne cette barre-là et je reviens dans la vue en plan. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose qui est sélectionné. C'est la barre de tout à l'heure. Donc là, je peux revenir, glisser cette barre-là. Donc, je peux très bien préparer la position de la barre avec des lignes de détail qui peuvent m'aider pour le dessin. Je m'accroche à ces lignes-là et ensuite j'ajuste les limites de la barre de façon à correspondre à la position de cette barre intermédiaire de renfort ici. Donc, comme je dis encore une fois, c'est juste question de combinaison entre les différents types de vues qu'on a en main que Revit nous propose. Mais tout est possible, tout est réalisable sur Revit. Donc, les renforts des ouvertures, il faudra les faire manuellement, malheureusement. Donc, Revit, comme vous avez vu tout à l'heure, il n'a pas directement reconnu. Donc, il a juste évité le ferraillage ici, mais il faudra revenir sur cette ouverture-là et ajouter des barres de renfort manuellement. Donc, si ces armatures-là, par exemple, dépassent un peu, donc je peux très bien les reculer comme ça. Donc là, c'est les barres inférieures. Et je peux ensuite ajouter des renforts moi-même ici si j'en ai besoin. Mais c'est quelque chose que je peux faire, mais je dois faire manuellement. Malheureusement, Revit ne le fait pas de façon automatique. Est-ce qu'on peut importer du ferraillage 2D depuis AutoCAD et puis ensuite les modéliser en ferrage automatique 3D sur Revit? Je dirais que oui, on peut le faire. Si on a des formes d'armature bizarres, par exemple, je peux très bien importer un fond de dessin, donc des lignes qui représentent l'armature que je veux modéliser sur Revit. Et ensuite, quand je passe au ferraillage, je peux très bien choisir forme d'armature libre. Je choisis par exemple la surface haute que je veux ferrailler. Par exemple, là, comme cette surface-là. Donc, je délimite la surface en question. Ensuite, bon, ce n'est pas le bon choix ici. Par exemple, supposons que ici, dans le filtre de sélection, par exemple, je désélectionne le sol en question. Et je supprime tout en même temps. Donc, je sélectionne cet élément-là, ferraillage, forme libre, et je choisis toutes ces lignes-là en même temps. Par exemple. Donc, c'est sur cette surface de début, et ensuite, je commence à ferrailler l'élément. Bon. Quelque chose m'empêche de passer au ferraillage surfacique. Voilà. Donc là, quand je passe au ferraillage de cet élément-là, je peux très bien choisir des lignes. Vous voyez ici, choisir des lignes. Donc là, si j'ai un dessin qui a déjà été importé, c'est un schéma de ferraillage, je peux commencer à sélectionner ces lignes-là et les convertir en lignes d'armature. Comme je peux très bien dessiner moi-même cette armature comme je le souhaite. Voilà. Donc, on voit que même les raccords. Donc là, je choisis le diamètre en question. Et quand je clique sur terminer, à la fin, j'ai une barre d'armature qui a été générée ici, que je peux très bien voir. Donc ça, c'est des armatures. Le dessin que j'ai utilisé tout à l'heure, je peux très bien l'importer à partir d'AutoCAD et commencer à le faire manuellement. Alors, comment insérer des tiges d'ancrage dans un poteau charbon métallique? Alors, le tige d'ancrage, ça concerne l'assemblage. Ce n'est pas dans la partie béton, c'est des assemblages. Donc, il y a une extension aussi qu'il faut installer sur Revit pour pouvoir réaliser des assemblages charbon métallique. Mais déjà ici, dans les assemblages, juste pour vous montrer, on a différents types d'assemblages qui existent dans Revit, qui ont été importés à partir de, on va dire, de Advanced Steel. Les gens qui connaissent le Advanced Steel vont très bien reconnaître ces assemblages-là. Donc là, par exemple, je peux très bien utiliser un pied de poteau ou je vais, par exemple, modéliser, choisir les types de tiges
Donc, la longueur, la forme, le nombre de tiges en question, etc. Ensuite, je vais ferrailler le fût de poteau comme une semelle de façon automatique. Et là, je dois manuellement visualiser s'il y a des conflits entre les tiges d'ancrage et le ferraillage du fût de poteau en question. Bien sûr, est-il possible de prolonger les barres de dalle dans les poutres? Bien sûr, on peut très bien les prolonger. Tout à l'heure, quand j'ai ferré ces éléments-là, on peut très bien choisir, par exemple, des barres, ici, par exemple, et commencer à les prolonger dans la poutre. Il n'y a pas de restriction dans ce sens-là. Il n'y a pas de limite. Je peux très bien commencer à modéliser manuellement. Donc, le logiciel ne va pas m'empêcher. Donc, j'ai les armatures qui vont, par défaut, être générées dans le hôte en question. Et encore une fois, si je veux, par exemple, qu'est-ce que je veux faire? Au lieu de détirer juste comme ça, je peux très bien sélectionner ces armatures-là et lui dire, par exemple, modifier les contraintes et lui dire que la contrainte de ces armatures-là, au niveau de leur longueur, je veux que ce soit ici, jusqu'au bord de la poutre. Et par exemple, je choisis 0. Voilà. Donc là, terminant, on voit très bien. Donc là, attention, je n'ai pas respecté l'enrobage, je dois juste revenir, modifier contrainte. Donc je sélectionne ce point-là et je lui dis par exemple, c'est 0. Voilà. Donc par rapport à l'enrobage et non par rapport à la référence. Et donc là, je peux très bien prolonger les armatures juste de la dalle jusqu'à la poutre et je peux même faire l'inverse. Si j'ai des U partant depuis la poutre vers la dalle. Comment créer des fûts avec 2 réservations pour ancrage à pointe et faire apparaître les clames. Donc, les fûts de poteau avec 2 réservations, on peut créer ça sous forme de famille. Donc, ça n'existe pas par défaut. C'est une famille qu'on peut créer au préalable pour ce but-là. Des fûts de poteau avec 2 réservations pour ancrage, généralement, c'est lorsqu'on a... D'accord, je vois. Donc, mais ça, pour répondre à la question, il faudra créer une nouvelle famille propre à ça. Donc, dernière question, comment indiquer les zones de recouvrement? Alors, les zones de recouvrement, comment on peut les indiquer sur Revit? Très bonne question. Donc, généralement, les recouvrements sur Revit, ce qui est déjà programmé par défaut, c'est les coupleurs. Donc, si par exemple, j'ai une longueur de barre qui est très importante, je sais que ça ne va pas faire l'objet d'une seule barre, donc j'insère des coupleurs. Donc, c'est des coupleurs qui vont lier 2 armatures différentes. Je sais que ce n'est pas encore utilisé, ce n'est pas souvent utilisé dans notre région. Malheureusement, pour tout ce qui est recouvrement, il faudra le faire manuellement. Donc, je ramène des barres qui vont se recouvrir avec d'autres et je vais les recouvrir de façon manuelle. Donc, c'est comme si je vais ferrailler, par exemple, une partie ici. Par exemple, comme ça. Donc, je vais juste enlever cette annotation ici. Et cette partie-là, par exemple, je vais ajouter d'autres ferraillages, d'autres barres qui vont se recouvrir à partir de cette partie-là. Copier, par exemple, à partir de ce bout-là. Et je viens le faire de façon manuelle. Donc, je sais qu'il n'y a pas vraiment la main pour le faire automatiquement. Et là, je décale, je recouvre manuellement ces armatures-là. Donc, ce que je peux faire carrément, je peux très bien sélectionner ces armatures et les aligner par rapport à cette armature-là. Voilà. Et donc là, je fais un recouvrement plus ou moins manuel, que je peux ensuite annoter avec des textes. Mais bien sûr, je l'ai fait avec des armatures 3D, pas seulement avec des lignes. Donc, ce n'est pas juste du dessin, mais malheureusement, comme je dis, c'est du recouvrement manuel. Je n'ai pas recours à une commande automatique pour le faire. Voilà. Donc, je vous remercie pour les questions que vous avez posées. J'espère que ça a été instructif pour tout le monde. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si vous pensez à d'autres questions dans le futur, n'hésitez pas à les poser, soit
à travers l'adresse email, soit à travers nos pages Facebook et notre chaîne YouTube aussi. Ce sera avec plaisir d'y répondre. Comme je dis tout à l'heure au début, à la fin de ce webinaire, la vidéo, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent a été enregistré et va être publié sur nos réseaux sociaux. Donc, d'ici là, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire qui va être organisé très prochainement, qui va aussi concerner Revit. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. Merci pour le temps et l'attention que vous avez accordé et bonne journée à tous. Merci.